Je m'appelle Jared Whitlow et je croyais que l'amour était synonyme d'endurance. J'y croyais comme un homme croit à la gravité sans se poser de questions, sans s'arrêter. On s'accroche, on reste. On garde la tête basse et on croit que les choses s'amélioreront. J'y croyais même si le goût cuivré du sang me remplissait la bouche, assis à table, une main agrippée à mon flanc et l'autre tremblante d'adrénaline. Mon beau-frère, Gavin, ouvrit une autre bière comme si on n'était pas à deux doigts de lui assénant un coup de poing qui me brisa quelque chose en moi. La canette s'ouvrit avec une satisfaction béate, de la mousse coulant sur le côté de sa main. La soirée avait commencé avec de la fumée de barbecue et de la bière fraîche. C'était censé être un repas familial décontracté, des hamburgers, des rires, des enfants courant pieds nus dans l'herbe, mais Gavin m'avait monté toute la journée, me taquinant avec des blagues qui n'en étaient pas. « Tu continues à coder, Jared » ricana Théil. « Quand vas-tu trouver un vrai boulot, mec » Mera rit nerveusement, hésitant toujours entre maintenir la paix et laisser son frère donner libre cours à ses pires désirs. Son père, Silu, était calé dans sa chaise de jardin en plastique, tel un roi surveillant des paysans, marmonnant des jugements incomplets sur les hommes d'aujourd'hui. J'ai laissé filer jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Un commentaire de trop, une pique trop personnelle. Gavin a dit quelque chose sur le fait que les vrais hommes ne se cachent pas derrière leurs femmes quand la vie devient difficile. Je me suis levé. Il s'est relevé plus vite. Je ne me souviens pas du coup de poing qui a atterri, juste du bruit, du craquement d'os, du feu dans ma poitrine. Me voilà maintenant à ma table, là où j'avais autrefois mangé avec gratitude et espoir, saignant sur une serviette, tandis que Gavin prenait une autre gorgée en regardant la télévision. J'ai attrapé mon téléphone, chaque souffle me poignardant les côtes. J'ai composé le 911 d'une main tremblante, et puis je l'ai senti. Miroir, ma femme. Sa main ne m'a pas réconforté. Elle a tiré. Elle m'a arraché le téléphone des mains avec un calme si calculé que cela m'a glacé plus profondément que la douleur dans mon corps. Ce n'est qu'une côte, murmura-t-elle en s'accroupissant près de moi. Son ton était ferme, posé. Ne gâche pas l'avenir de Gavin pour ça. Tu te sentiras mieux demain. Je la regardais. Vraiment. Son visage était distant, impassible, comme quelqu'un qui nettoie une tâche lors d'un dîner. Plus préoccupé par l'apparence que par la tâche elle-même. Ce n'est qu'une côte, répéta-t-elle. Depuis le canapé, Silas lança sans tourner la tête. Arrête de dramatiser, Jared. Tu as toujours été un peu mou. Mou. Ce mot me colla comme une épine. J'appuyai plus fort la serviette froide et humide sur ma lèvre fendue et ne dis rien. Non pas que je ne trouvais pas de mots, mais parce que quelque chose de plus profond en moi s'était tu. Un silence non pas de capitulation, mais de décision. Je m'excusai après le dîner. Personne ne proposa de m'aider à me relever. Mera débarrassa les assiettes. Gavin rota. Silu augmenta le volume. Je me dirigeai vers la salle de bain, verrouillai la porte et m'autorisai enfin à laisser couler mes larmes. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de cette prise de conscience. Ce n'était pas une famille. Ce n'était pas de l'amour. L'amour ne vous demande pas de vous rétracter. Ne vous demande pas de saigner en silence pour le confort d'autrui. Je me suis regardé dans le miroir. Lèvres gonflées, ecchymose autour de l'œil, une fracture fraîche se cachait sous la surface de ma peau. J'avais l'air d'un homme chez un inconnu. Je me suis souvenu de ma première rencontre avec Mera. Comme elle avait semblé gentille. Comme son rire m'avait semblé un lieu autour duquel je pouvais construire ma vie. Mais quelque part en chemin, cette chaleur s'est transformée en une froide allégeance à des gens qui ne se souciaient pas de savoir si j'allais bien. Elle m'a dit un jour, Gavin s'énerve, c'est tout. Ce n'est pas un méchant. Et je l'ai cru, car l'amour, c'est de l'endurance, non? On y arrive. On fait confiance à leur version des faits, même si elle nous blesse. Mais assis dans cette salle de bain, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être qu'aimer ne signifie pas rester. Peut-être que cela signifie se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Je suis sorti de la salle de bain et Mera ne m'a pas regardé. Gavin était passé au dessert. Silu ronflait légèrement sur le canapé. Je suis monté m'allonger sur notre lit, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait paresseusement en cercle. Mon corps me faisait mal. Ma poitrine palpitait. Mais pire encore, c'était la certitude profonde et silencieuse qu'il recommencerait. Peut-être pas avec les poings, mais avec le silence, l'indifférence,
l'effacement de ma douleur. J'ai entendu Mera monter 1 heure plus tard. Elle ne m'a pas demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste enfilé son pyjama et éteint la lumière. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré non plus. Je suis resté allongé là, mémorisant cette sensation, celle juste avant de se changer. Et tandis que l'aube filtrait à travers les stores, pâle et lente, je savais que je ne les reverrais plus jamais comme avant. Quelque chose en moi s'était fissuré cette nuit-là. Bien sûr, mais pas seulement la côte, quelque chose de plus profond, quelque chose de permanent. Et dans cette fissure, pour la première fois, la lumière perçait. Le lendemain du barbecue était-elle un verdict? Je me suis réveillé avec la froide lumière de la réalité perçant les rideaux et la douleur sourde qui me pulsait aux côtés, me rappelant que la nuit dernière n'avait pas été un rêve. Ma côte palpitait à chaque inspiration, un battement de tambour sourd faisant écho à la douleur dans mon cœur. J'ai repoussé la douleur et pris mon téléphone, espérant un message de Mera. Quelque chose qui ressemblait à une sincère inquiétude, un aveu de tort, une lueur de compassion. Au lieu de cela, une avalanche de notifications de réseaux sociaux a explosé sur mon écran. J'aime, commentaires, émojis. Gavin m'avait devancé, au sens propre comme au figuré. Le premier post était ces 20 photos carrousel du barbecue, chacune un instantané soigné de moments de plaisir en famille. Il y avait Mera, le rire éclatant et les yeux brillants. Debout aux côtés de son frère, il trinquait avec des bouteilles de bière. Il y avait des photos de cierges magiques au crépuscule, d'enfants courant à travers les arroseurs automatiques, d'assiettes débordant de côtes levées et de salades de choux, ces mêmes côtes qui m'avaient quitté me donnant l'impression d'avoir été coupées. Pas une seule fois sur aucune photo, il n'y avait une tache de sang sur la nappe. Pas une seule trace de remords sur les jointures. De la famille. Plus lié par le silence ou la peur, j'étais entouré de gens qui m'ont vu, mes mains, mon cœur, mon histoire, pas comme une responsabilité, mais comme un témoignage vivant de me choisir quand personne d'autre ne le ferait. Lorsque le dernier invité est parti et que j'ai lavé la vaisselle à la main, je ne ressentais aucune amertume, seulement la gratitude. Dans la douce accalmie de l'interphone poste, j'ai levé un verre vide dans la pièce calme et chuchoté à vous choisir. Et dans ce toast, j'ai trouvé la seule chose qu'il n'avait jamais pensé devenir. Libre. Meurtri de Gavin. Il a légendé, de bons moments avec les miens. Rien de tel que les nuits d'été. Dies famille à bord. J'ai parcouru les commentaires avec un sentiment croissant d'éloignement. C'est magnifique. J'aurais aimé être là. Je vous adore. Le message de Mera a suivi. Les mêmes images, les mêmes visages joyeux, mais avec sa propre touche triomphante. Tellement reconnaissante pour des nuits comme celle-ci. La famille avant tout. Le fait qu'elle ait tagué Gavin et Silas soulignait l'unité de tous. Même le commentaire de sa mère, vivement l'année prochaine. C'était comme un ciseau douloureux, qui ciselait le fragile respect que j'avais autrefois pour eux. J'ai baissé mon téléphone et j'ai laissé échapper un soupir que je n'avais pas réalisé retenir. La douleur dans ma côte s'est enflammée et j'ai pressé une main contre mon flanc, un goût de cuivre et de déception sur ma langue. Méror est apparu derrière moi, une poche de glace à la main. Un autre geste symbolique qui semblait creux. Elle l'a posé contre mon flanc et a murmuré, « Tiens ça 20 minutes. Ensuite, on pourra parler d'une éventuelle visite à la clinique. » Sa voix était douce, mais ses yeux évitaient les miens. Elle ne cherchait pas le remords, seulement la complaisance. « Tu as vu son message ?» demandai-je, la gorge serrée. Elle haussa les épaules et ramena ses cheveux derrière son oreille. « Ouais, il essaie juste de montrer à tout le monde que ce n'était rien. Il est gêné. Mais nous savons toutes les deux que c'était plus que rien. » Mes mots avaient un goût amer. « Il ne voulait pas te casser une côte, dit-elle, comme si répéter une promesse la rendait vraie. » J'appuyai plus fort sur la poche de glace, le froid brûlant contre mon bleu. « Il voulait me faire mal. » Elle soupira. « Tu l'as provoqué. Tu l'as provoqué. » L'accusation fit l'effet d'un second coup. Je la fixai du regard, cherchant la femme qui se tenait autrefois à mes côtés. La femme qui croyait que je valais la peine d'être défendue. Au lieu de cela, je ne trouvais que le reflet de quelqu'un qui avait préféré le confort de sa famille à ma sécurité. Plus tard, Silas se matérialisa dans l'embrasure de la porte, comme conjuré par mon mécontentement. Il portait une marmite de ce qui ressemblait à une soupe poulet et nouilles, dont la vapeur s'échappait en volutes paresseuses vers le plafond. Il la posa sur le comptoir sans me regarder directement.
J'ai fait de la soupe, dit-il, les bras croisés sur la poitrine. Je me suis dit que tu aurais besoin de quelque chose de plus léger que ces hamburgers. Il me jeta un coup d'œil et haussa les épaules. Ça ira. Juste un bleu. Son congédiement désinvolte me fit plus mal que n'importe quel coup de poing. Merci, dis-je à voix basse. Je voulais expliquer que la douleur n'était pas seulement physique, que la blessure de Réal portait atteinte à ma confiance, à ma place dans cette famille. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. S'il eût parti aussi brusquement qu'il était arrivé, et la maison sembla respirer en son absence. Les photos encadrées qui ornaient la cheminée me fixaient, témoins des moments marquants de ma famille que j'avais autrefois partagés avec fierté. Photos de mariage, cérémonie de remise de diplôme, fête de fin d'année, autant de rappels moqueurs que je n'avais jamais été pleinement l'un d'eux. J'ai appliqué 2 poches de glace sur mon flanc, une sur chaque côte meurtrie, et me suis adossé à une chaise de cuisine. C'est alors que j'ai compris la vérité. Ils n'étaient pas ma famille. Ils étaient une tribu à laquelle je m'étais uni par mariage, uni par le sang et une loyauté aveugle. Lorsque mon bien-être a menacé de briser ce lien, ils ont choisi de préserver leur confort et leur réputation plutôt que de me protéger. Ils avaient effacé ma douleur de leur version des faits, poli les fissures jusqu'à ce que tout brille d'une fausse unité. À leurs yeux, j'étais une invitée qui avait abusé de son hospitalité, une responsabilité à gérer et à tolérer tant que je ne les dérangeais pas. Je savais que je pouvais rester là et attendre une véritable inquiétude qui ne viendrait jamais, ou agir. J'ai glissé mon téléphone sur la table et ouvert une note intitulée « Journal des incidents ». J'ai tapé rapidement la date, l'heure, le lieu, la description de l'agression, les déclarations des témoins, rien de tout cela ne me serait parvenu. Des SMS de Mera. Je suis désolé pour ce que Gavin a fait et je vous prie de ne pas en parler. J'ai copié le mot du médecin urgentiste diagnostiquant une côte fracturée, une légère hémorragie interne et prescrivant du repos. En dessous, j'ai collé le lien vers la publication de Gavin sur les réseaux sociaux, des captures d'écran de commentaires saluant la fête et mes propres commentaires dénonçant le mensonge. Je me suis arrêté, fixant les preuves numériques que je compilais. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la réalisation exaltante que, pour la première fois, je documentais ma propre histoire. Je refusais de les laisser la réécrire. Mera est revenue dans la cuisine, le pas léger. « Tu vas manger ?» a-t-elle demandé en désignant la soupe qui mijotait encore. « Je n'ai pas faim. » Elle a froncé les sourcils et a mis les poches de glace de côté. « Tu dois prendre soin de toi. » Ce n'est pas qu'un jeu, Jared. Je sais. J'ai fermé le carnet sur mon téléphone. Je vais prendre un peu de temps, a-t-elle dit en se raidissant. Prendre du temps? Où? Chez une amie, dis-je. Pour quelques jours. Ses lèvres se pincèrent. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je soutins son regard. Ça l'est. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Elle détourna le regard, la frustration s'insinuant sur ses traits. Tu réagis de manière excessive. Je déglutis. Non, je réagis enfin. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle se retourna et partit, des pas résonnants dans le couloir. J'entendis la porte d'entrée se refermer doucement, son propre départ silencieux. Je déballai un petit sac marin que j'avais rangé dans le placard des mois auparavant, celui que j'avais utilisé pour notre voyage d'anniversaire. À l'intérieur, je trouvai une chemise propre, un jean, ma brosse à dents. Je jetai le tout dans un sac propre, attrapai mon portefeuille et fourrai mon téléphone dans ma poche. La douleur dans ma côte rugit lorsque je me levai, un rappel fulgurant que la transformation commence souvent par l'inconfort. Je traversai la cuisine et m'arrêtai à la porte de derrière. Par la fenêtre, j'ai vu la pelouse impeccable, la palissade blanche, la maison que j'avais construite avec le sang de Mira, mais que je ne considérerais jamais comme la mienne. J'ai pressé la paume contre la vitre froide. Un long moment, je suis resté là, sans l'appeler par son nom, sans implorer sa compréhension. J'ai simplement gardé l'image de la vie que j'avais connue et la certitude qu'elle était terminée. Puis j'ai déverrouillé la porte, je l'ai ouverte et je suis entré dans la cour éclairée par l'aube. L'air était vif et plein de possibilités. J'ai refermé doucement la porte derrière moi et j'ai descendu les marches. Chaque pas était un vœu. Je ne me rétracterai plus. Je ne supporterai plus le silence. J'en avais assez d'être toléré et jetable. Mon portefeuille en poche et un plan se dessinant dans mon esprit, je me suis dirigé vers ma voiture.
Je ne me suis pas retourné. Aucun d'eux ne verrait cela venir. Les lumières de l'hôpital étaient crues, stériles, bourdonnant au-dessus de moi, allongées sur l'étroite table d'examen, le côté appuyé contre les draps blancs immaculés. Chaque mouvement envoyait une vive douleur dans mes côtes, mais la douleur dans mon ventre était plus intense. La prise de conscience que je n'étais plus le protecteur, mais la proie dans cette dynamique familiale perverse. J'observais l'infirmière rapprocher l'appareil de radiographie, son bras métallique cliquetant doucement, et je songeais à la facilité avec laquelle il m'avait écarté. Ce n'est qu'une côte, avait dit Mera. Et je la croyais. Mais maintenant, berçant mon corps meurtri dans la froide lumière de la vérité, j'en avais assez d'y croire. Je soulevai ma chemise avec précaution, exposant l'échymose qui s'épanouissait comme une échymose devant le faisceau de l'appareil. Le radiologue apparut en blouse blanche, son badge accroché à la poche sur son cœur. Il se présenta d'une voix douce mais sèche, avec l'efficacité de trop de gardes tardives. On va prendre quelques clichés pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres lésions internes, dit-il en me guidant vers la plaque de radiographie. Je restai immobile, les bras au-dessus de la tête, tandis que l'appareil prononçait et prenait des images de mon corps brisé. Quelques instants plus tard, il revint avec des empreintes digitales en main, de doux contours bleus d'os et d'ombre. Il désigna une fine ligne qui tranchait la courbe de ma côte comme une cicatrice sur un plan. La voilà, dit-il. Une fracture nette, un léger traumatisme tissulaire, mais l'hémorragie interne est minime. Vous devriez pouvoir éviter les complications si vous vous reposez et revenez dans une semaine. Des questions? J'avalai une petite gorgée. Les questions exigeaient une confiance qu'on ne ressentait plus. Au lieu de cela, j'acquiesçai, repassant ces mots dans ma tête comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès. Fracture nette, léger traumatisme tissulaire, saignement minime. Je repliai soigneusement les images, comme si je pouvais les reconstituer plus tard pour prouver que j'avais été blessé, même si je savais que ce serait le cas. Il me tendit un certificat médical prescrivant un traitement contre la douleur et du repos physique. Je le glissai dans la poche de ma veste, mon cœur s'accélérant tandis que je réalisais la puissance d'une chose aussi simple. Une ordonnance était bien plus qu'une simple prescription de paracétamol. C'était une validation. De retour chez moi, plus tard dans l'après-midi, je récupérai mon ordinateur portable dans la valise que j'avais préparée à la hâte. Son écran s'illumina d'une lueur de possibilités. J'ai créé un dossier intitulé « Preuves », compartimentant ma vie et leurs mensonges en dossiers distincts. Le premier document était le résumé de la sortie des urgences, la date, l'heure, le diagnostic et le plan de traitement. Ensuite, j'ai ouvert mon application de messagerie et parcouru les messages de Mius. Des excuses timides et teintées de gaslight. Je suis tellement désolé pour hier soir, avait-elle écrit. Je déteste qu'il t'ait blessé. Mais dans le même fil de discussion, s'il te plaît, n'en fais pas trop. Ça ruinerait la réputation de tout le monde. J'ai fait une capture d'écran de ces deux-là, sauvegardant la chronologie des soins et de la lâcheté. J'ai marqué une pause, pensant à Dian, l'ancienne amie de fac qui s'était reconvertie dans l'enquête privée et qui livrait toujours les faits sans compassion ni jugement. Je ne l'avais pas encore contactée, mais maintenant, je le faisais. J'ai tapé un email qui disait simplement « J'ai besoin de preuves. Agression, relation conjugale. Je vous donnerai plus de détails lors de notre rencontre. J'ai besoin de discrétion. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai senti le froid et le contrôle. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Le numéro de Diane. J'ai répondu d'une voix mesurée. Jared, ça fait des années. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé. Son ton était tout en curiosité et en préoccupation professionnelle. Je l'ai rapidement informé, laissant de côté l'amertume dans ma voix. Je lui ai dit que j'avais besoin de tout documenter, dossiers médicaux, témoignages, preuves sur les réseaux sociaux. Je m'en occupe, a-t-elle dit. Rendez-vous demain matin à mon bureau. Apportez tout ce que vous avez. J'ai raccroché, sentant les premiers signes d'enthousiasme depuis des jours. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai rassemblé toutes les preuves possibles. J'ai téléchargé les publications de Gavin sur le barbecue, les ai enregistrées au format PDF, avec les horodatages. J'ai fait des captures d'écran des commentaires sur les réseaux sociaux, des amis vantant la fête, oubliant le contexte. J'ai copié les réponses de Mira, ses excuses. Il a insisté sur le fait que c'était un accident. J'ai même photographié mon côté. Dans le miroir de la salle de bain, je capturais le bleu tandis qu'il fonçait, passant du rouge vif au violet profond.
J'ai aligné ces images sur le couvre-lit, contemplant la palette de douleurs déployées comme des trophées de guerre. Le soir, mon dossier de preuves comportait des sous-dossiers, médical, réseaux sociaux, SMS, photos. Chaque document était un témoin. Chaque image, un témoignage de la nuit qui a brisé mon illusion de famille. Pour la première fois, je me suis senti sortir du brouillard de la blessure pour retrouver la clarté de mon objectif. Chaque fichier que j'ajoutais était une brique dans le mur que je construisais entre leur monde et le mien. Le mur qui me protégerait, me tiendrait fermement, et finirait par faire s'écrouler leur complaisance. Mera a envoyé un SMS vers 20h et dîner dans 1 heure. J'ai envie de parler. J'ai fixé le message. Parler de quoi? De la façon dont ils avaient compromis ma sécurité. De la façon dont ils avaient transformé l'amour en arme de silence. J'ai répondu. Pas ce soir. Pas d'explication, pas d'excuses, juste 3 mots qui me semblaient libérateurs. Elle a appelé à la place. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis j'ai éteint le téléphone. Je n'avais pas besoin de ces paroles. J'avais mes preuves. Plus tard, allongé sur le lit, le dossier ouvert sur mon ordinateur portable, j'ai réalisé que les preuves n'étaient pas une question de vengeance. Il s'agissait de me réapproprier mon histoire. Bien souvent, les agresseurs façonnent le récit, effacent les blessures, réécrivent les souvenirs, manipulent les victimes pour les amener à remettre en question leur propre douleur. Mais les faits matériels, les documents officiels, les horodatages, tout cela était invulnérable. Il existait indépendamment des excuses et des manipulations. J'ai refermé le dossier et parcouru du regard la pièce qui m'avait semblé une prison. Valise toujours par terre, pile de documents sur la table de nuit. Je prends un stylo et un carnet. Je griffonne un plan. Rencontrer Diane. Examiner les preuves. Envisager les options juridiques. Ordonnance de protection. Poursuite civile. Ligne d'assistance téléphonique anonyme pour l'employeur. Dévoilement de leurs mensonges. Mon écriture était nette et précise. Une carte hors de leur monde. Demain, ce serait la rencontre avec Diane. Aujourd'hui, c'était la vérité. Et avec la vérité de mon côté, j'ai compris que la suite des choses serait à moi. Je ne serais plus la victime silencieuse. Je devenais quelqu'un d'autre. Un homme qui refusait d'être effacé, qui refusait de subir, gît sous son propre toit. J'ai glissé le carnet dans la poche de ma veste, à côté du certificat médical et des radiographies. J'en ai senti le poids de preuves irréfutables, presser ma hanche. La douleur dans mes côtes s'estompa pour devenir un sifflement sourd, éclipsé par le feu qui s'embrasait dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus de famille ni de pardon. Il s'agissait de justice, et j'y veillerai. 2 semaines passèrent, un flot de contusions cicatrisées et de stratégies froides. Je comptais les jours à la couleur pâlissante de mon épine costale. D'abord un marron vif, puis un violet, puis un jaune pâle, me rappelant pourquoi j'avais choisi de partir. Puis vint le soir où j'appris les fiançailles de Gavin. Le faire-part arriva sur du papier cartonné glacé, un mariage dans un vignoble, en famille seulement, avec une demande de confirmation pour la semaine suivante. Mera ne me l'avait même pas dit en personne. J'ai trouvé la carte sur le comptoir de la cuisine, cachée sous une liasse de billets. Son écriture était nette et précise. J'ai hâte que tu te joignes à nous pour célébrer Gavin et Harper. En dessous, sur un petit parchemin, quelqu'un avait ajouté « Ne sois pas en retard ». Ma poitrine se serra. Je fixai la carte comme si c'était un piège. Il s'attendait à ce que je sois là, que je souris et que je lève mon verre à l'homme qui m'avait cassé une côte et à la famille qui avait refusé de reconnaître ma douleur. Mon premier réflexe fut la colère. J'avais envie de déchirer la carte en lambeaux, de la jeter dans la cheminée et de regarder leur mariage flamber, mais je me retins. La colère faisait partie de leur monde. Le mien était le contrôle, le silence, l'action méthodique. Je pris la carte et la retournai. Aucune mention de cadeau ou de liste de mariage, aucun mot d'excuse ou d'expiation, juste les détails de la cérémonie, en espérant que je me présenterais. Je la rangeai délicatement dans mon classeur à preuve et refermai le tiroir. Mera rentra plus tard. Pastel printanier et radieux, cheveux bouclés et détachés. Elle toucha la carte sur le comptoir. Sous la regarder, dit-elle. Dit-elle en se versant un verre de vin. Je sais que c'est gênant, mais c'est important pour Gavin et mes parents. Son regard s'attarda sur moi, en quête de confirmation.
Je pinçai les lèvres et gardai une expression neutre. Un mariage rien que pour la famille, demandai-je. Elle acquiesça. C'est une petite célébration intime. Je n'y serai pas, elle se figea, le verre à moitié porté aux lèvres. Tu ne peux pas être sérieux. Moi, si. Sa voix s'aigrit. Tu ne peux pas manquer le mariage de Gavin. Mais je peux et je le ferai. Son visage se durcit. Mera, pense à l'effet que ça va donner. On croira que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. J'ai refusé de jouer le jeu. Elle reposa le verre, le tintement résonnant comme un coup de feu. Tu vas tout gâcher. Je m'avançai vers elle, les côtes protestant, et posai une main sur le comptoir. Je n'avais déjà rien détruit. Tu l'as fait. Lui, si. Elle détourna le regard. J'étais en proie à des larmes contenues ou à la fureur. Je n'en savais rien. Et tes promesses? J'inspirai lentement. Je me suis promis de ne plus jamais te laisser parler à ma place. Ce soir-là, je fis mes valises et m'installai dans un hôtel modeste à quelques rues de là. Mon estomac hocha la tête, non pas de regret, mais d'impatience. Chaque minute passée loin de cette maison et de ses excuses timides était comme une respiration. Un peu d'air frais après des années de noyade. J'ai appelé Diane sur le chemin. Je ne serai pas au mariage, ai-je dit. Mais j'ai besoin de toi en réserve. On va étoffer notre dossier. Y inclure toute mention du mariage, leurs frais de préparation. Ils doivent voir que je suis partout. Elle a acquiescé de son ton sec. Tu es sûr de ne pas vouloir y aller? Ça nous donnerait peut-être plus de poids. J'ai ri doucement, même si ça avait un goût d'ironie. Non, je refusais de participer à leur mascarade. Le lendemain matin, j'ai pris le PDF que j'avais préparé, celui intitulé « Si ce n'est qu'une côte, ça ne devrait pas avoir d'importance », et je l'ai téléchargé sur un partage sécurisé, en transmettant le lien par email anonyme à Mera et Silas. Il contenait un résumé des événements, le diagnostic du médecin, des liens vers des publications sur les réseaux sociaux montrant leurs mensonges publics, et une mention légale. Veuillez consulter. J'attends votre réponse rapide avec impatience. Puis, j'ai quitté la chambre d'hôtel et me suis dirigé vers un café tranquille, ordinateur portable et remorque. Tout en sirotant un café noir, j'ai consulté ma boîte de réception. Je les ai suivis de près. C'était agréable de les forcer à assumer leurs responsabilités, de les laisser s'inquiéter des conséquences de leur indifférence. Les heures passèrent sans réponse. Je décidai de marcher sous le soleil matinal. J'errai dans les rues sinueuses, sans ressentir ni culpabilité ni doute, seulement un but. De retour à l'hôtel, en fin d'après-midi, un email arriva enfin du comte de Mer. Objet, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Le corps du message était court. Jared, pense à l'avenir de Gavin. À la réputation de mes parents. Je te demande en tant que mari. N'envenime pas les choses. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement lu, j'ai fermé la messagerie et j'ai appelé Diane. Ils ont compris, ai-je dit. Prochaine étape. Elle m'a dit de patienter. Elle préparait une mise en demeure pour la semaine prochaine, une ordonnance restrictive pour me protéger de tout contact ultérieur. Entre-temps, elle avait discrètement contacté l'employeur de Gavin. Tu seras surpris de la rapidité avec laquelle les RH réagissent lorsqu'elles constatent un incident violent potentiel dans leur dossier. A-t-elle dit. Ce soir-là, j'ai refait mes bagages et me suis installé dans un autre hôtel, plus loin de la ville. J'étais nomade par choix désormais, libéré de leur sphère d'influence. Chaque déménagement me donnait l'impression de retrouver une part de moi-même, de mes décisions, de ma sécurité, de mon histoire. Le jour du mariage, un samedi baigné de soleil. Allongé dans la pénombre de la chambre d'hôtel, écouteurs sur les oreilles, j'écoutais une vieille playlist que le miroir m'avait créée. Des chansons sur l'évasion et les nouveaux départs flottaient dans le silence. J'ai fermé les yeux et laissé la musique m'envahir, consciente qu'ailleurs, rire et musique résonnaient pour ceux qui croyaient que mon absence serait gênante. Au lieu de gêne, j'ai ressenti la paix. Plus besoin de sourire, plus besoin de me défendre, juste le silence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un autre courriel. Cette fois de Silas. Sujet, la famille d'abord. Le message contenait un lien unique vers un article d'un site d'information local, un cadre des transports suspendu après des allégations de violences conjugales. L'article résumait une information anonyme concernant des violences au travail,
citant la suspension rapide par Easton Financial d'un candidat prometteur, Gavin Whitlow, suite à une évaluation interne. Il mentionnait que des sources affirmaient qu'une ordonnance de protection connexe avait été déposée par son beau-frère. Le courriel de Silu. J'ai ajouté une ligne. Réfléchis bien à ce que tu fais. Je fixai l'écran, le pouce sur « Supprimer ». Puis je rédigeai une réponse. Je réfléchis déjà pour la première fois. J'appuyai sur « Envoyer » et éteignis l'ordinateur. Au moment où je m'allongeais ce soir-là, les draps me caressaient la peau. Je savais que j'avais fait le bon choix. J'avais refusé leur invitation à faire semblant. Je m'étais honoré. Ils pouvaient bien faire une fête sur la tromperie, mais ils ne pouvaient pas regagner ma confiance. Le mariage auquel je n'ai pas assisté est devenu un symbole, un témoignage silencieux du changement de pouvoir. Là où autrefois ma présence était requise pour les apparences, mon absence était désormais éloquente. Je m'endormis avec l'idée que la vraie liberté réside souvent dans le choix de ne pas se montrer. Je ne m'attendais pas à un silence aussi assourdissant. Des jours passèrent sans un mot de Mera. Pas d'appel, pas de SMS, pas de coups hésitants à la porte de mon hôtel. À la place, il n'y avait que le bourdonnement de la climatisation, le tintement de ma tasse de café sur la table de chevet et le battement régulier de mon cœur, empli d'impatience. Chaque matin, je me suis réveillé dans une boîte de réception vide, me demandant si je m'étais cassé quelque chose de plus qu'une côte. Si je l'avais brisé aussi. Mais tandis que le soleil perçait dans le ciel, j'ai compris que son silence n'était ni chagrin ni culpabilité. C'était une stratégie. Lorsqu'elle a finalement répondu, son message était aussi froid et tranchant que de la glace glissant sur du verre. S'il vous plaît, n'en faites pas tout un plat. Cela ruinerait mes parents. La carrière de Gavin. Ces mots ressemblaient à un avertissement lancé par quelqu'un se tenant derrière un bouclier. Son bouclier de loyauté envers la famille qu'elle avait choisie plutôt que moi. Je fixai l'écran, lisant et relisant la minuscule bulle de texte jusqu'à ce que les pixels se brouillent, comme si j'espérais trouver de la compassion ou de la compréhension cachée entre les lettres. Il n'y en avait aucune. Je regardais par la fenêtre le parking en contrebas. Des rangées de voitures de location s'alignaient comme des soldats attendant leurs ordres. La journée était lumineuse, mais l'air était chargé, électrique, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Je fermai les yeux et repensai à l'ecchymose sur mon flanc, à la douleur persistante dans ma poitrine et à la froideur prudente des mots de Mira. Cela j'ai réalisé que nous étions au bord du précipice, hésitant entre ce qui avait été et ce qui serait. Puis Dian a appelé. Sa voix était directe, professionnelle. Il panique, a-t-elle dit. Le directeur des ressources humaines de Easton Financial a eu connaissance de mon signalement anonyme concernant le dossier disciplinaire de Gav. Ils l'ont retiré de la période d'orientation et ont programmé un examen interne. Mon estomac s'est noué, mêlé de justification et de malaise. Je n'avais pas cherché à lui gâcher la vie. Je voulais seulement qu'il reconnaisse que la violence a des conséquences. Pourtant, la voir se dérouler si rapidement, comme des dominos qui tombent, m'a obligé à affronter le pouvoir que j'exerçais simplement en disant la vérité. Je suis content que vous l'ayez fait, ai-je finalement dit, bien que ma voix paraisse distante. Bien, a-t-elle répondu. Maintenant, on passe à l'étape suivante. J'ai rédigé une lettre officielle contenant vos preuves, adressée à Broadpin Material, l'entreprise de Silu. Ils ont sous-classifié les salaires pour échapper aux impôts. Une fois que je l'aurai envoyé anonymement au fisc, ils n'auront d'autre choix que d'enquêter. J'étais impatient de révéler les méfaits de Silu, de lui faire subir le même examen minutieux qu'il m'avait refusé lorsque j'avais besoin d'aide. J'ai passé l'après-midi à élaborer ma réponse à Mera, non pas pour défendre mes actes, mais pour affirmer mon autonomie. J'ai tapé, il ne s'agit pas de tes parents ni de la carrière de Gavin. Il s'agit de responsabilité. J'espérais que tu comprendrais cette réalité. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne la poursuivrai pas. Je ne plaiderai pas. Je m'en tiendrai simplement aux faits. Et les faits avaient du pouvoir. Cette nuit-là, j'ai erré dans les rues de la ville, quittant la sécurité de ma chambre pour l'anonymat d'inconnu. Des néons clignotaient au-dessus de ma tête, et l'odeur de la cuisine de rue se mêlait au gaz d'échappement. Un contraste saisissant avec le vernis poli de la maison Whitlow. Je me suis arrêté dans un parc et me suis assis sur un banc, écoutant les rires des enfants quelque part derrière les arbres. Leur joie était innocente, simple. Je les enviais. Mon téléphone a craqué. Le nom de Diane a rempli l'écran.
Mon cœur a fait un bond. C'est fait, a-t-elle dit avant même que je réponde. J'ai reçu l'information. Ils ont ouvert une enquête sur Broadpin. Les avoirs de Silu pourraient être gelés s'ils trouvent des preuves à l'appui. J'ai fermé les yeux. C'était la phase 2. L'exposition, non seulement pour un membre de ma famille, mais pour tout le réseau qui s'était arrangé pour effacer ma douleur. C'était plus grand que moi maintenant. Sois prête, ajouta-t-elle. Ils s'en prendront à toi. J'ai pressé ma paume contre mon front. L'idée de leur représailles m'avait toujours hanté, mais jusqu'à présent, cela m'avait semblé hypothétique. Maintenant, c'était réel, comme des ombres se rassemblant à la lisière de la lumière. Pourtant, je n'éprouvais aucune peur, seulement de la détermination. J'avais déjà surmonté la peur une fois. Je pouvais recommencer. De retour dans ma chambre, je me suis servi un verre d'eau et je me suis assise à mon bureau. J'imaginais Mirror lire mon message, le cœur battant la chamade. J'imaginais Silu arpentant son bureau à domicile ou l'autorité craquant sous le poids d'une enquête du fisc. J'ai vu la confusion de Gavin lorsque le responsable des ressources humaines de Hillstone l'a convoqué pour un interrogatoire. Mes actions étaient des ondes de choc, irrépressibles. Le sommeil me fuyait. J'étais allongé sur le lit, enveloppé dans des draps frais, l'esprit brouillé par la logistique. Demain, je retrouverai Diane à l'aube pour passer en revue le fisc. Confirmation. Ensuite, je déposerai l'ordonnance de protection, renforcerai ma défense juridique, me préparer à la tempête que j'avais déclenchée. Mais ce soir, dans le silence, j'ai senti le calme avant le vent hurlant. J'ai fermé les yeux et laissé le silence m'envelopper, sachant que bientôt il serait brisé par des appels téléphoniques, des avis juridiques, peut-être même des menaces. Mais je resterai ferme parce que je ne me défendais pas seulement. Je redéfinissais ce que cela signifiait croire, pour être vu, pour être protégé. Et quand la tempête s'est cassée, ce serait selon mes conditions. Lorsque le directeur des RH de Hillstone Financial m'a appelé à Down, j'étais à mi-chemin de ma deuxième tasse de café noir dans une cabine d'anglo-dîner. La tanière des spatules contre la fonte et les bavardages faibles se sont mélangés à un bruit de fond en répondant. Monsieur Whitlow, la voix a crépité avec une retenue officielle. Voici Angela Moreno de Hillstone HR. Nous avons reçu un rapport concernant votre beau-frère, Gavin Whitlow. Il a été suspendu en épinglant un examen interne. J'ai ressenti une ruée de justification, froide et puissante alors que le café tourbillonnait au bas de ma tasse. Merci de m'avoir fait savoir, dis-je, ma voix stable malgré le courbe d'adrénaline dans mes veines. À ce moment-là, la pensée que leur monde tranquille était sur le point de se fracturer est devenue réelle. S'il vous plaît, tenez-moi informé de tout développement, ai-je ajouté avant de raccrocher. Le mot a voyagé plus vite que ce à quoi je m'attendais. À midi, j'ai commencé à recevoir des SMS critiques de vieux amis. Est-ce que tout va bien? Entendu quelque chose de grand. Appelez-moi. J'ai répondu avec de vagues assurances. Je n'étais pas prêt pour les dommages collatéraux parmi les personnes qui n'avaient rien à voir avec cela. Pendant ce temps, une nouvelle campagne Whisper était déjà en cours. Des rumeurs qui traversent la chaîne de prière de l'église. Murmures passant entre les parents à la ligne de ramassage de l'école primaire. Une rafale de regards de sourcils jetait des regards chaque fois que j'apparais dans le quartier. L'immobilité que j'avais cherché à quitter leur maison a disparu, remplacée par un bourdonnement bas de spéculation qui m'a suivi partout. Tard dans l'après-midi, alors que je passais en revue les derniers fichiers de preuve de Diane dans un bureau de droit silencieux, mon téléphone a vibré avec une vidéo d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour voir le visage de Gavin rougi de choc alors qu'un boutonné le faisait face dans la salle de pause, exigeant une explication des allégations. La vidéo a coupé avant de pouvoir voir sa réponse, mais le tremblement dans ses yeux a tout dit. J'ai éteint mon téléphone et fermé mon ordinateur portable, prenant une profonde inspiration. C'était le retour de flamme que j'avais prévu. Et pourtant, il a quand même piqué pour voir les retombées immédiates. En même temps, le groupe WhatsApp familial de Mira a explosé avec des notifications. J'ai résisté à la curiosité jusqu'à tard dans la nuit, quand la solitude m'a poussé. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone en brûleur. Tant de messages non lus que mon écran a dimensionné de la surcharge. Un oncle a déploré, c'est une tâche terrible sur notre nom. Un cousin a exigé, qui croyons-nous? Mira elle-même avait posté, s'il vous plaît, tout le monde, ne tirez pas à des conclusions. Nous le manipulons. Ses paroles étaient frénétiques,
comme quelqu'un essayant de balayer des éclats de verre brisés sous un tapis. Aucun frère ne m'était défendu. Au lieu de cela, ils se sont tous regroupés derrière Gavin et Silas, préférant la solidarité à la vérité. Ce soir-là, il y a eu un coup à la porte de mon hôtel. Je l'ai ouvert pour trouver Mera, ses yeux rouges et frénétiques sous la lueur de la lumière du couloir. Elle avait l'air petite et désespérée dans sa robe de soie, comme si elle avait été dépouillée de chaque défense. « J'arrête, dit-elle en attrapant la voix. Cela devient incontrôlable. Ils perdent tout. Le travail de Gavin, la réputation commerciale de papa. » Elle a commencé à pleurer, des larmes glissant sur ses joues d'une manière qui a invoqué des souvenirs de la douleur se sentait réelle. Maintenant, c'était comme la dernière performance d'un drame en cours. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. La pièce sentait le shampoing et le parfum depuis que je trouvais réconfortant. Elle a pris ma main chaude et tremblante. « Je suis désolé, murmura-t-elle en me regardant avec des yeux implancés. Je n'ai jamais voulu que cela se produise. J'ai pris une respiration et j'ai doucement attaché sa main. Je ne suis pas celui qui l'a mis en mouvement, Mirror, dis-je doucement. Je suis juste celui qui a refusé de détourner le regard. Elle secoua la tête comme s'il essayait de nettoyer un brouillard. Vous détruisez ma famille, a-t-elle accusé, sa voix montant. Je ne sais pas qui vous pensez être. J'ai regardé son visage, pensa avec colère et peur. J'ai senti la fissure familière dans ma poitrine. Non, cette fois, il a été résolu. Je suis l'homme dont je devais être, Mera. L'homme que tu ne me laisses jamais être auparavant. Elle se rapprocha, les larmes brillant sur ses joues. Je t'aime toujours, dit-elle, voix brute. Revenez avec moi. Elle a tendu la main comme pour m'embrasser. J'ai tourné ma joue, sentant le fantôme des Eskimos sous ma manche. Nous ne sommes pas amoureux, Ma, dis-je tranquillement. Vous avez juste peur des conséquences. Sa main tomba et elle trébucha en arrière, les yeux écarquillés. Elle ouvrit la bouche, gémit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, puis se retourna et fuyait la pièce. Le clic de la porte résonna dans le couloir. Je coulai sur le lit, martelant article. Quelque part dans une autre pièce qui était à moi, sa famille était sous le choc, se précipitant pour éteindre les flammes que j'avais allumées de vérité. Ils pensaient qu'ils pouvaient me faire honte au silence, me culpabiliser en conformité. Mais, dans cette chambre d'hôtel, seul mais libre, je savais que le silence était devenu mon allié dans leur pire cauchemar. J'ai appelé Diane dès que les pas de Mira se sont estompés. Elle a répondu sur le premier anneau, rapide et composé. Phase 2 ? J'ai demandé. Déjà en mouvement, a-t-elle répondu. J'ai obtenu des records de la compagnie de Silu de la semaine dernière. Preuve de ma classification de la paix, comptes offshore, taxes esquivées. L'agent IRS salivait pratiquement quand il a vu les documents. J'ai fermé les yeux, imaginant la lente goutte de cauchemar se rapprochant de Silu. Un homme si fier de son héritage, défait par des feuilles de calcul qu'il pensait que personne d'autre ne pouvait lire. Bien, dis-je. Envoyez-le. Déjà, a-t-elle confirmé. Ils ont ouvert un audit. Si les finances de Broadpin ne vérifient pas, ils pourraient faire face à de lourdes amendes et à des accusations potentiellement criminelles. Je laisse le poids de ce problème. Le même homme qui avait minimisé ma douleur s'excuserait maintenant auprès des auditeurs sous serment. La justice n'a pas besoin de violence. Il ne nécessitait qu'une exposition. Cette nuit-là, j'ai à nouveau emballé mon sac, la 4e relocalisation en autant de semaines. Chaque fois que je bougeais, je me sentais un peu plus léger, non inclinable de l'endroit où ma voix avait été réduite au silence. J'ai glissé mon ordinateur portable et mon téléphone dans un sac de transport aux côtés de la toute nouvelle confirmation de l'IRS et des résumés juridiques de Diane. Avant de partir, j'ai vérifié le groupe WhatsApp sur mon brûleur une dernière fois. La conversation s'est calmée à un faible murmure. Tout le monde regarde pour voir quel scandale se briserait ensuite. Le tir de Gavin ou l'audit de Silly. Mera avait de nouveau posté. Je ne peux pas croire que cela en est arrivé. Pas d'excuses, aucune reconnaissance de ma douleur. J'ai supprimé l'application et empoché le téléphone. Certaines légendes de la famille ne peuvent pas survivre à la lumière, en particulier celles construites sur des mensonges. Alors que je monte dans l'air nocturne, une valise à la main, j'ai ressenti la vieille douleur dans mes côtes, un rappel terne de la façon dont tout a commencé. Mais en dessous, c'était quelque chose de nouveau, le rythme régulier d'un homme se récupérant.
Et alors que les lumières de la ville s'échappaient devant la fenêtre de mon cabine, j'ai réalisé que la vraie tempête venait de commencer. La première fois que j'ai réalisé que l'exposition pourrait être une forme de libération, c'était lorsque Diane m'a envoyé un email à la confirmation de l'IRS. J'ai cliqué sur un stand du centre-ville. Le titre Stark. Matériaux à large épine sous audit fédéral. Mon cœur battait la course, pas avec un triomphe, mais avec un soulagement. Ce n'était pas une petite vengeance. C'était la responsabilité. L'empire de Silly, construit sur la conformité silencieuse et la maclassification, s'effondrait sous le poids de sa propre tromperie. J'ai fermé l'onglet et senti la légèreté que je ne connaissais pas depuis la nuit du poing de Gavin à frapper ma côte. De retour à mon modeste appartement à Fernwood, je répands les documents à travers la table de la cuisine. Avis IRS, dossier de paie, déclaration fiscale. Les preuves étaient irréfutables. Empreinte numérique menant directement au bureau de CIU. Pendant des années, il a dansé autour de la loi, glissant des heures impayées dans des comptes offshore et des salaires mal éteints. Le même homme qui avait rejeté ma douleur comme un drame faisait maintenant face à un examen minutieux, il ne pouvait ni soudoyer ni intimider. J'ai pressé mes paumes à plat sur la table et respiré profondément, sentant le fardeau de la remontée du silence. J'ai passé l'après-midi à rédiger un conseil anonyme à la Security and Exchange Commission, y compris des pièces jointes de l'enquête de Dian. Si les relations de Broadpin violaient les réglementations de la SEC, Silas pourrait faire face à des sanctions civiles ou pire. Le soir, j'avais envoyé le dossier et regardé l'indicateur d'envoi cligner des yeux et disparaître, un marteau tranquille contre sa façade. Pas de jalons, pas de spectacle public, juste des faits livrés aux autorités. J'ai éteint mon ordinateur portable et laissé le silence remplir la pièce. Un silence compagnon qui m'a rappelé que je n'étais plus caché. Cette nuit-là, Mira a appelé. Entendre sa voix au téléphone avait l'impression de toucher une cicatrice décolorante, familière mais distante. Elle a plaidé pour la miséricorde, avertissant que l'entreprise de son père a fourni des emplois pour des dizaines de familles. Je n'essaie pas de détruire les moyens de subsistance des gens, Jared, dit-elle, la voix tremblante. Je me suis souvenu des innombrables fois où il a rejeté mes besoins pour préserver leur réconfort. Votre père a joué sur l'effacement de mon histoire, répondis-je tranquillement. Maintenant, je le montre juste au monde. Elle a sangloté, me demandant de céder. J'ai écouté inébit. Des excuses authentiques sont intervenues avec une détermination décisive. Je ne célébrais pas leur ruine. J'honorais mon droit d'être entendu. Dans les jours qui ont suivi, les retombées étaient swift. CFO de Broadpin a démissionné sous pression. Le téléphone de Silly s'est fait sombre. Les clients d'entreprise ont arrêté des contrats. Pendant ce temps, Gavin, dont la vie avait tourné autour de la mobilité ascendante, a trouvé sa carrière à l'obstacle indéfiniment. J'ai regardé un segment de nouvelles locales couvrant la lutte contre la lutte. Didn't she? Immerly held the remote, realizing that release from my own silence was worth more than any sense of vengeance. My phone buzzed one morning with a message from Kira, the gallery owner ID recently me. Thinking of you, it read. Hope you're okay. Her kindness felt like a bomb. He texted back. Better than ever. Thank you. Latte, Immeurator gallery surrounded by canvas bursting with color. She didn't ask about the scandal. Instead, she asked about my projet de travail du bois, une table basse en chêne que j'avais commencé à sculpter aux côtés des anciens outils de mon père. Nous avons parlé de modèles de céréales et de choix tachés. Le bruit du monde s'éloigne en arrière-plan. Ce soir-là, alors que je ponçais la table, j'ai réalisé que l'exposition m'avait rendu plus que justice. Cela m'avait donné la liberté. Je n'ai pas été enchaîné à leur approbation ou à leur définition douloureuse de l'amour. J'avais récupéré mon morceau narratif en permettant à la vérité de rester non filtrée. L'échymose sur ma côte était depuis longtemps s'estomper, mais la leçon est restée. La libération du silence pourrait être l'acte le plus puissant de tous. Et dans ce communiqué, j'ai trouvé la paix. Le matin de l'audience, le couloir du palais de justice était incroyablement froid. Je suis arrivé tôt dans un costume de marine nette, ma poitrine résonnant toujours avec la mémoire de l'os éclaté sous le poing de Gavin. J'ai saisi les sangles de ma sacoche. À l'intérieur de la gaine épaisse des preuves que Diane et moi avions assemblées, les rapports du médecin, les rayons X, les textes, les captures d'écran et cette messagerie vocale accablante des larmes de Mira.
Je l'avais rejoué 1000 fois, mais en entendant sa confession brute, le silence stérile d'une salle d'audience était une puissance que je ne pouvais jamais oublier. Le Balef a appelé l'affaire et nous avons déposé dans la salle d'audience. Moi flanqué de mon avocat, Miroir sur le bras de son père, et Gavin se tenant avec Défi d'un côté. Le regard du juge a chuté sur nous, l'expression illisible derrière les lunettes rondes. Mon avocat a parlé en premier, décrivant l'agression, la côte fracturée et les semaines de négligence documentée de la famille que j'avais appelée la mienne. Puis vint le cœur de la question. Maintenant pour mon témoignage. En me terminant sur la chaise du témoin, j'ai regardé directement le juge avant de laisser mes yeux glisser vers Mera, son visage dressé de honte et d'incrédulité. Et puis j'ai parlé en phrases claires et contrôlées, détaillant chaque instant du punch qui a craqué ma côte à Mera en déchirant le téléphone à Silu, rejetant ma douleur comme un drame. Ma voix n'a faibli qu'une seule fois lorsque j'ai décrit le moment où j'ai vu ses yeux éviter les miens alors qu'elle chuchotait, c'est juste une côte. Ne ruinez pas l'avenir de Gavin. J'ai avalé et j'ai continué, la mémoire est aiguisée comme le scalpel qu'il avait été dans mon cœur. L'avocat de Gavin a essayé de me saper, suggérant que j'avais provoqué l'attaque, me peinant en tant que fauteur de troubles. Mais quand il a appelé Gavin sur le stand, la pièce a changé. La mâchoire de Gavin se serra en refusant tout. Il a affirmé que j'avais glissé sur le patio et que je me suis blessé. Le juge a haussé un sourcil et j'ai ressenti un battement de triomphe. C'est là que mon avocat nous a invités à écouter un enregistrement. La voix de Mira a crépité à travers les haut-parleurs. Dans un ton tremblant et douloureux, elle a décrit l'assaut, a supplié le pardon de rester silencieux et a admis sa culpabilité pour donner la priorité à la réputation de son frère au-dessus de ma sécurité. La salle d'audience est tombée dans un silence plus profondément que la mort. L'expression de Gavin clignote entre la colère et la honte. Silas Pald. Je les ai regardés absorber le poids de ses paroles, une lente démêlage de leur récit étroitement tenu. Le juge s'est effacé de la gorge et a demandé à Gavin s'il se souciait de modifier son témoignage. Ses lèvres se pressaient dans une fine ligne et il baissa les yeux. Il marmonna un doux « Je suis désolé ». Cela ressemblait à un enfant s'excusant d'avoir cassé un jouet. À ce moment-là, j'ai compris que la responsabilité ne ressemblait pas toujours à la rage. Parfois, il est arrivé comme des excuses vaincues dans une salle d'audience silencieuse. Après avoir interrogé Mera, maintenant contrit et tremblant, le juge a délibéré. Les secondes ont rampé par des rivières surgelées, et j'ai fermé les yeux, imaginant les années de douleur enterrées enfin. Puis il a parlé. Il a accordé l'ordonnance de protection. Son gavel est tombé avec un écho retentissant. Et à cet instant, l'affirmation juridique a cristallisé ce pourquoi je me suis battu, mon droit à la sécurité et au respect. Il a dit à Gavin de maintenir au moins 100 mètres de distance de moi et de ma maison, et a averti que toute violation entraînerait un outrage au tribunal. J'exhalais, la tension s'écoulant de mes épaules. J'ai jeté un coup d'œil à Mera, dont les yeux ont rencontré les miens pendant un bref instant. Pas de plaidoyer, pas de manipulation, juste la vérité austère de ce qui s'était passé. J'ai ressenti un pincement inattendu de compassion. Pas pour elle, mais pour la fille qu'elle était autrefois, celle qui avait cru l'amour signifier une protection. Cette version d'elle a été lancée sous des couches de loyauté envers une famille qui ne m'avait jamais défendu. Nous avons quitté la salle d'audience sur le soleil de fin d'après-midi, la chaleur de soulagement après le froid du litige. Mon avocat m'a donné un signe de tête silencieux d'approbation, et j'ai offert un petit sourire authentique. À l'extérieur, les journalistes ont plané, mais j'ai refusé de commenter. Les mots avaient leur place. Déclaration formelle déposée et conservée. Mais maintenant, je voulais le silence. Le genre qui suit une tempête et tire la promesse de renouvellement. En conduisant, je me sentais plus léger que je ne l'avais fait depuis des mois. Les murs qu'ils ont construits autour de moi. Le déni, le licenciement, l'effacement, les ruines. J'ai pensé à la table du dîner où j'avais d'abord goûté du sang sur la montre de quelqu'un d'autre. Le barbecue, le mariage qu'ils ont célébré sans moi. Ces souvenirs ont maintenant servi de jalon dans mon voyage hors de leur sphère suffocante. Ce soir-là, je me suis installé dans ma nouvelle maison à Fernwood, celle que j'avais choisie délibérément parce qu'elle ne savait rien de mon passé. J'ai déballé une seule boîte, les outils de chaîne que mon père m'avait appris à utiliser. Alors que j'huile le burin et que je planifie une étagère simple, j'ai ressenti la certitude calme que j'avais récupéré ma vie. Dans le grain de bois sous mes doigts, j'ai trouvé des preuves d'une vérité différente. Quand je me suis forgé, avec chaque accident vasculaire cérébral délibéré, plus victime de leur histoire,
je me tenais en tant qu'auteur. Et avec chaque respiration mesurée, ininterrompue par la peur, non ombragée par leur silence, je me suis finalement choisi. J'ai déménagé à Fernwood un lundi matin croustillant. Le trajet à 3 heures se sentant comme une ouverture de soupape de libération. Le rythme de l'autoroute, un asphalte lisse qui se déroule devant moi, correspondait à la stabilité dont j'avais envie. Mon nouvel appartement était petit mais rempli de lumière. Des fenêtres qui ont surplombé une rue calme borale d'arbres d'érable, de planchers de pain chaud et d'un vide qui supplie d'être rempli par des outils, des projets et de la routine. Alors que je transportais des boîtes à l'intérieur, le poids de mon passé était plus léger, comme si chaque étape était une pause délibérée du monde qui m'avait presque fait taire. Ma première tâche a été de récupérer mes mains. J'ai déballé le kit de travail du bois que mon père m'avait quitté. Ciseaux, avions, un ensemble de maillets portés lisses par des années d'utilisation. Dans la salle à manger, j'ai assemblé un établi de fortune à partir du bois de ferraille trouvé dans une cour de récupération locale. L'air rempli de sueur et de promesses alors que je coupe et ponçais des planches dans un cadre simple pour une étagère. Chaque rasage qui enroulait de la lame ressemblait à de vieux doutes s'écrouler, révélant quelque chose de solide en dessous. C'est à la fin de l'après-midi, le pêcher de pain frais coupé lourd dans l'air, que j'ai rencontré Kira pour la première fois. Elle possédait une petite galerie en bas, un lieu de toiles lumineuses et de sculptures abstraites. Je passais souvent près de sa porte ouverte, inhalant la saveur de la peinture à l'huile et de l'argile. Un jour, en transportant une planche à travers le couloir, je l'ai presque heurtée alors qu'elle sortait, téléphone à la main. Elle m'a stabilisé en riant. « Attention là, dit-elle, Amber Eyes curieux derrière les cadres des yeux de chat. Vous avez assez de bois pour construire une maison. » J'ai souri, en fixant la planche. Juste une étagère pour l'instant. Je suis Kira, a-t-elle dit, tendant une main qui se sentait ferme et accueillante. Jared, nous avons discuté des bizarreries du bâtiment, de ces ruisseaux, de ces puits de lumière qui ont inondé la salle de lumière de l'après-midi. Elle m'a invité à visiter la galerie lors de son ouverture ce week-end. Pas de pression, m'a-t-elle assuré, juste une chance de voir son dernier spectacle. J'ai accepté, plus d'instinct que de plan, et je suis retourné à ma scie avec un cœur plus léger. Ce week-end, je suis entré dans la galerie et j'ai été frappé par le bourdonnement de la conversation, le tintement des verres à vin et l'énergie vibrante de la créativité. Kira m'a présenté d'autres artistes. Sa présence une encre stable au milieu de l'agitation. Elle n'a pas remis en question mon passé ou son sonde pour la saillance. Elle a posé des questions sur le grain de mon bois, la finition que je préférais, les défis que j'avais rencontrés en sculptant les courbes de l'étagère. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais pas considéré comme un homme endommagé avec une histoire, mais comme quelqu'un capable de fabriquer quelque chose de beau à partir de matières premières. Au cours des semaines suivantes, je me suis installé dans une dépense de routine du matin dans la galerie, passant à travers les nouveaux arrivants et l'après-midi dans mon établi, façonnant des pièces qui contiendraient un jour des fragments de la vie, des livres, des photos, des souvenirs, des souvenirs. Mes côtes, une fois un rappel implacable de la violence, rarement assez HD maintenant. Ils avaient guéri avec ma détermination. Kira et moi avons commencé à nous rencontrer pour un café dans un petit café dans la rue. Black me dégoule pour nous deux et nous avons parlé de tout sauf mes batailles passées. Elle a parlé de sa vision de la galerie, de la nécessité d'équilibrer le commerce avec l'authenticité. J'ai parlé de grains de bois et de menuiserie, de douleur et de guérison uniquement lorsqu'on me demande. En sa présence, j'ai découvert la joie subtile de la conversation ordinaire, le genre qui ne revient pas au traumatisme, mais passe à l'avant dans l'enthousiasme partagé. Un soir, j'ai proposé d'apporter la bibliothèque inachevée. J'ai frappé à sa porte, j'ai vu son studio, rappelé par le scintillement des lumières de fée, et elle m'a salué avec un véritable sourire. Ensemble, nous avons soulevé l'étagère en place et testé sa robustesse. Elle planait sur chaque articulation, ses doigts traçant les queues et les mortises, et la déclare parfaite. C'est exactement ce dont j'avais besoin, a-t-elle dit doucement. Un endroit pour mes carnets de croquis. Sa gratitude m'a réchauffé d'une manière qu'aucune excuse ne pouvait jamais. J'ai réalisé que cette collaboration silencieuse, le respect mutuel, était l'antidote de la fracture que j'avais endurée. Mon identité n'était plus définie par leur violence ou leur silence, mais par le métier constant de la création et de la connexion. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi sous la canopée d'érable, leurs feuilles chuchotant au-dessus de moi. L'air était frais, mais pas froid, comme si le monde lui-même avait reconnu ma petite victoire. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Diane. Tout avance.
Continuer à construire. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, les doigts brossant le bloc en bois de mon ciseau. À Fernwood, j'avais échangé leur table et vide les excuses contre une vraie substance. J'avais trouvé des mains pour façonner mon avenir et un compagnon qui appréciait l'homme que je devenais. Et chaque jour, alors que je sculpte de nouvelles courbes dans le bois et de nouveaux liens dans ma vie, j'ai compris que la reconstruction de mes termes était la forme la plus vraie de liberté que je puisse jamais connaître. Je suis arrivé à Fernwood avec rien d'autre qu'un sac à duffel et une détermination inébranlable pour réécrire ma propre histoire. La première nuit, je me suis assis sur le sol nu de mon nouvel appartement, entouré de boîtes vides et de l'écho faible des trahisons passées. Aucune photo de famille ne m'a regardé des murs. Il n'y avait pas de bibelot familier exigeant une sensation d'une vie qui m'avait presque brisé. Au lieu de cela, je me suis déroulé mon sac de couchage et je me suis allongé, le bourdonnement doux des réverbères à l'extérieur de la fenêtre une berce de possibilités. Dans ce calme, j'ai compris que la reconstruction n'était pas une question de briques et de mortier. Il s'agissait de récupérer l'espace pour moi-même pièce par pièce. Le lendemain matin, je me suis aventuré à la recherche de meubles qui reflétaient mon intention, ma simplicité, mon fonctionnement et mon savoir-faire. J'ai découvert une petite quincaillerie dirigée par un homme âgé nommé Gus, qui m'a accueilli comme un fils prodigue rentrant chez lui. « Vous avez l'air de pouvoir utiliser des outils », a-t-il dit en regardant mon duffel. J'ai ri, expliquant que j'étais un menuisier de métier, mais que j'avais laissé la majeure partie de mon kit. Avec un sourire entendu, Gus m'a tendu un ensemble de ciseaux, un maillet et un plan de bloc. Il les a enveloppés dans du papier brun et de la ficelle, ne me chargeant qu'une fraction de leur valeur. « Vous ferez quelque chose de bien avec ceci », a-t-il dit, et je l'ai cru. De retour à l'appartement, j'ai dégagé un coin près de la fenêtre et installé mon établi. Sunlight s'est coulé pendant les heures de l'après-midi, illuminant le grain du chêne que j'avais acheté à un moulin local. Mon premier projet était humble, une petite étagère destinée à contenir les quelques livres que j'avais apportés et les photographies que je prévoyais de prendre, pas de mariage et de barbecue, mais de nouveaux chemins et de nouveaux départs. Alors que je mesurais, coupe et planifiais, la sueur s'est installée autour de mes bottes comme de la neige dorée. Chacun rasant un rappel que la création pourrait être plus puissante que la destruction. Ce soir-là, j'ai déballé les dernières notes d'appel de Diane. Elle avait avancé avec l'ordonnance de protection, la date du public prévue, l'empreinte digitale complète, une date d'audience fixée. Elle m'a conseillé de rester vigilant, de continuer à tout documenter. Mais elle m'a également encouragé à nourrir mon propre bien-être, à trouver des ancres en dehors du champ de bataille juridique. J'ai alors réalisé que la reconstruction de mes termes signifiait plus que gagner un combat. Cela signifiait creuser la joie et la sécurité dans une égale mesure. Kira m'a trouvé ce week-end dans un marché de producteurs niché entre la galerie et une rangée de stands de fleuristes. Nous avons parcouru les caisses de tomates patrimoniales et des pots de miel local, l'air épais avec une chaleur printanière. Elle a posé des questions sur la nouvelle étagère dans son appartement, et je lui ai raconté chaque détail des articulations d'aronde, l'huile de finition que j'avais choisie, la façon dont elle s'adaptait parfaitement contre son mur. À son tour, elle m'a présenté ses amis, un sculpteur qui a travaillé dans le métal recyclé, un peintre obsédé par la capture de la lumière en aquarelle. Je me sentais comme un initié dans une tribu de créateurs, chacun de nous forgeant la beauté des matières premières. En milieu de semaine, la bibliothèque était terminée. Je l'ai livrée à l'appartement de Kira, je l'ai placée contre son mur gris pâle et je l'ai regardé placer ses carnets de croquis liés au cuir et ses vases en céramique sur ses étagères. C'est comme à la maison, dit-elle doucement, les yeux brillants. À ce moment-là, j'ai reconnu que la maison n'était pas seulement un endroit. C'était un sentiment d'appartenance, un sentiment que quelqu'un appréciait le travail de mes mains. J'ai ressenti une fierté simple en moi, une émotion plus profonde que toute victoire en cours. Les jours se sont mélangés en semaines alors que je me suis installé dans une routine qui semblait à la fois délibérée et organique. Les matins étaient pour les appels avec Diane, les mises à jour sur les tentatives de la famille de m'intimider, ses conseils stratégiques calmes et ses rappels occasionnels pour bien manger et se reposer. Les après-midi étaient pour le travail du bois, une table basse pour mon salon, un ensemble de cadres pour photos pour les photos que j'avais prévu de prendre cette nouvelle vie. Les soirées étaient pour explorer les rues tranquilles de Fernwood, ses librairies cachées et le parc Riverside où la lumière au coucher du soleil scintille comme de l'or fondu à travers l'eau. Un après-midi, alors que je sculptais la courbe d'une jambe de table, je me suis arrêté et j'ai regardé mes mains. Ils portaient des callosités et quelques cicatrices, mais ils étaient à moi, capables de façonner du bois, capables de réparer mon monde.
J'ai réalisé que chaque coup du ciseau, chaque mouvement de ponçage, était un acte de guérison. Chaque projet terminé, je couchais des fragments de mon identité qui avaient été dispersés par la peur et le silence. Lorsque j'ai reçu le texte final de Mira, des excuses ont à peine déguisé une offre de paix, j'ai regardé l'écran et je l'ai laissé rester sans réponse. Elle a écrit « Je suis désolé que vous ayez senti que vous deviez aller à de telles longueurs. J'espère que vous trouverez la paix. » Dans le passé, j'aurais peut-être répondu, en cherchant la fermeture, mais maintenant je reconnais la puissance de mon silence. J'ai supprimé son message, convaincu que la reconstruction de mes terres m'a obligé à abandonner complètement les vieilles blessures. Cette nuit-là, j'ai poussé les derniers tabourets que j'avais fabriqués sous mon établissement et je me suis tenu à la fenêtre, regardant les réverbères scintillant à travers des feuilles en herbe. Mon appartement n'était plus une coquille creuse, mais un sanctuaire. L'échec dans le coin, la bibliothèque remplie d'histoires que j'ai choisi de porter, la table basse en attendant des tasses et des rires. Je me sentais entier d'une manière que je n'ai jamais eue aux tables de dîner de mon passé. À Fernwood, j'avais trouvé plus qu'une nouvelle adresse. J'avais découvert une vie construite à dessein, la communauté et le respect de soi. Je m'étais prouvé que la survie ne suffisait pas. Il fallait prospérer. Et alors que je fermais les yeux contre l'éclat de la ville, je savais que chaque morceau de ce que j'ai façonné, chaque amitié que j'ai forgée et chaque frontière que j'oronnais était un témoignage de l'homme que j'avais devenu fort, sans peur et en paix selon mes propres termes. La nuit où j'ai organisé mon premier dîner à Fernwood, je me tenais dans la douceur de ma salle à manger, la table posée avec des assiettes dépareillées et de l'argenterie polie. Un choix délibéré, chaque pièce collectée dans le magasin de sauvetage où j'avais trouvé le chêne pour ma première étagère. Kira est arrivée en premier, ses bras chargés d'une bouteille de vin rouge et d'un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait alimenté des collines voisines. Diane suivit, mallette à la main, son costume pointu adouci par un sourire chaleureux. D'autres se sont déroulés. Les voisins que j'avais rencontrés au Farmers Market, le barista du café, même Gus, le propriétaire de la quincaillerie, qui ont apporté une tarte aux pommes maison. Leur présence ressemblait à l'échafaudage d'une nouvelle famille construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. J'ai versé du vin dans des verres, le liquide ambré attrapant la lumière. Alors que nous nous asseyions, les rires gonflaient autour de la table, s'élevant au-dessus de la tire des fourchettes et des murmures d'appréciation pour le poulet rôti que j'avais sculpté à la main. Personne n'a posé de questions sur mes batailles passées ou sur les enquêtes de déroulement sur Broadpin et Hillstone. Au lieu de cela, ils ont partagé des histoires de leurs propres petites victoires, ont terminé des peintures, des parcelles de jardin récupérées et un groupe de jeunes locales qu'ils sont entrés. Dans chaque histoire, j'ai entendu des échos de résilience, la même force silencieuse que j'avais convoquée et laissant derrière lui une vie qui exigeait mon silence. À mi-chemin du dîner, mon téléphone a bourdonné sur le buffet. Je l'ai jeté un coup d'œil, un texte du numéro bloqué de CU, une seule ligne, nous voulons juste parler. J'ai ressenti un remorqueur momentané de vieille confusion, mais j'ai ensuite mis le téléphone de côté sans répondre. Pas aujourd'hui. Kira tendit la main pour ma main et sourit, la chaleur de son regard me rappelant pourquoi j'avais combattu si fort pour cette liberté. C'est magnifique, a-t-elle dit, faisant un geste vers la table. Vous avez fait cela, j'ai hoché la tête, savourant le moment. Nous avons fait cela, j'ai corrigé, en laissant le déplacement du pronom transporter tout le sens dont il avait besoin. Alors que les bougies scintillaient et que la conversation se déroule à travers des plans pour les futurs rassemblements, j'ai réalisé que les invités dans ma maison avaient réécrit ma définition.